D'abord, un point de droit, c'est-à-dire qu'il faut ici d'abord expliquer aux parlementaires ce qu'est l'état d'urgence. C'est mal connu, c'est mal compris. Monsieur le professeur, nous l'avons voté et examiné Oui, de mais manière je vais très parler précise. des concepts. Je sais bien que vous avez étudié, je ne veux pas du tout remercie. mettre en doute vos compétences. J'ai contextualisé, voilà, exactement. Et si je me permets cette première remarque, effectivement peut-être malvenue, c'est parce que j'ai lu les débats à l'Assemblée nationale, donc je vais revenir au point de départ, où il était dit que l'état d'urgence permettait de garantir les libertés publiques. Voilà. C'est ce genre d'expression qui, à mon avis, est totalement erroné, que je voudrais corriger. L'état d'urgence est un état d'exception, comme l'article 16, comme l'état de siège. Ça veut dire une chose, principalement, ça veut dire que la Constitution ou certaines dispositions de la Constitution sont suspendues pendant un certain temps, ou, si l'on peut dire autrement, que l'on déroge à la Constitution. Cela veut dire aussi, et c'est très important, on ne le souligne pas assez, que l'état d'urgence, ça signifie principalement une extension des pouvoirs de police au détriment des libertés. Donc, il n'y a pas du tout d'équilibre entre l'ordre public et les libertés dans le cas de l'état d'urgence, c'est tout le contraire, c'est un déséquilibre. Pourquoi ce déséquilibre? Ce déséquilibre, évidemment, résulte des circonstances. Il y a effectivement, en cas d'état d'exception, une menace suffisamment grave pour l'État et la nation que le pouvoir, et en général le pouvoir exécutif, et ensuite le pouvoir législatif, le pouvoir est obligé de prendre des mesures qui dérogent au droit constitutionnel. Voilà pourquoi je commençais par cette mise au point, qui me paraît déterminante, parce que ça veut dire que la prétendue justification que j'ai souvent entendue, qui consiste à dire il faut constitutionnaliser l'état d'urgence parce que ça renforce l'état de droit, cette justification est tout à fait absurde. Je vais ici me fonder sur une étude très pertinente faite par un juriste, un des meilleurs constitutionnalistes américains, qui s'appelle Bruce Ackerman, qui a écrit un grand article sur l'état d'urgence, sur la constitution d'urgence, après le 11 septembre. Il dit qu'il faut bien distinguer deux choses, si on veut un état d'exception. Il y a d'abord un danger clair et présent. C'est ce que ça correspond au péril imminent. Ça veut dire que c'est une menace. Et puis il y a autre chose, il y a une attaque qui a été effectuée, il dit en anglais actual, qui est courante. C'est ce qui s'est passé le 13 novembre. Là, on a eu une attaque terroriste qui a atteint la nation et l'État, et donc il est tout à fait légitime face à ce fait objectif de réagir par l'état d'urgence. Là, il y a un fait objectif. En revanche, si on prend l'idée d'un péril imminent, ça veut dire qu'on part de l'idée qu'il y a une menace. Le problème, dit très bien Ackerman, c'est que là, cette condition est tout à fait lâche et vague, et elle permet toute manipulation politique, et il dit de manière très juste que les services de défense, de renseignement, peuvent toujours dire qu'il y a une menace terroriste. Et en plus, c'est secret, on ne saura jamais. Et là, dit Ackerman, là, il y a le vrai danger. Donc le vrai danger dans cette loi de 55, qui, malheureusement, semble vouloir être constitutionnalisée, c'est qu'on va rendre permanent l'état d'urgence à partir de cette condition tout à fait vague et dangereuse qui est la menace permanente. Et si j'insiste sur ce point, c'est parce que tous ceux qui ont réfléchi à l'état d'exception ont compris une chose. L'état d'exception n'est pas la réponse adéquate au terrorisme. Sur la question de l'état d'urgence et du péril imminent, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème par rapport aux libertés, hein, c'est une évidence. Et je voulais aussi, deuxième question, qu'ils me disent ce qu'ils pensent sur ce point-là, vraiment de l'utilité de constitutionnaliser, parce que ça voudra dire hein, qu'on peut utiliser le potentiel péril imminent à tout moment. Souvent, et mettons-nous à la place des exécutifs, il leur est apporté par certains services des renseignements, et là on est dans la question de la précaution. Hein. Et c'est toujours difficile pour un exécutif, qui soit de droite, de gauche, du centre ou de tout le monde, hein, de ne pas tenir compte de cela. Et on sait très bien, quand même, ils sont efficaces, il faut qu'ils soient efficaces, il faut leur donner les moyens d'être efficaces, mais dans tous les pays, ces services-là amènent souvent, et ce qui se passe au Moyen-Orient depuis de longues années en est malheureusement la traduction, amène souvent les États à commettre de graves erreurs.
le vrai sujet, c'est comment on sort de l'état d'urgence, et comment on sort de l'état d'urgence avec des procédures de droit commun qui restent de vraies procédures de droit commun et qui ne sont pas des mesures d'état d'urgence déguisées. Ça, et on va avoir à le traiter tout de suite, avec la loi pénale qui est en discussion et la loi de procédure qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale et qui viendra dans quelques semaines ici au Sénat. On sait ce que c'est que l'état d'urgence, c'est l'extension des pouvoirs de police de l'exécutif. On ajoute à l'état d'urgence la déchéance de nationalité. Et on l'a dit tout à l'heure, la déchéance de nationalité, c'est une peine. C'est une peine accessoire qui devient une peine de plein exercice, si je puis dire. Mais derrière la déchéance de nationalité, qu'on constitutionnaliserait, il y a la législation pénale et de procédure pénale qu'on est en train de nous préparer, soit à notre initiative, soit celle du gouvernement, et qui vise à durcir le régime pénal de ce pays, je dirais de façon non exceptionnelle et non ponctuelle, mais de façon permanente. Et donc, en fait, quand on veut avoir un regard un peu objectif sur la situation actuelle, il faut qu'on regarde les trois. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur la question de l'état d'urgence, mais aussi sur celle de l'ensemble de l'évolution du droit pénal et du droit administratif français, dont la déchéance de nationalité n'est que la cerise sur le gâteau. Alors, moi, je relisais l'autre jour le très bon papier qu'Olivier Beau a co-signé dans Juste Politicum sur l'histoire de l'état d'urgence. Et ce qui m'intéressait, c'était pas l'origine en 1955, mais une chose que j'avais regardé de mon côté, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les années 61-63, où l'état d'urgence a duré 25 mois. Plus de 2 ans. Alors, ce qui est intéressant dans l'état d'urgence, ce n'était pas tellement l'état d'urgence de l'époque, c'est le fait que le général de Gaulle a utilisé les pleins pouvoirs législatifs qu'il avait au titre de l'article 16 pour proroger l'état d'urgence ad vitam aeternam, et aussi pour faire voter toute une série, pour faire voter par lui, toute une série de lois en matière pénale ou en matière administrative qui ont dérogé durablement au système que nous avions en France auparavant et qui sont restés dans le droit positif français pendant des années. Il a fallu attendre quand même des années, des décennies, voire, dans certains cas, pour qu'on modifie ce droit pénal et ce droit administratif. Donc, moi, je voudrais attirer l'attention là-dessus, c'est-à-dire que la question aujourd'hui, c'est pas simplement de perdre notre temps sur la question de savoir si on va mettre l'état d'urgence ou pas dans la Constitution. Là-dessus, je vais dire un mot dans une seconde. Mais c'est voir tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire la déchéance de nationalité qui est la partie visible de l'évolution de tout le droit pénal qui est en train d'être servi et qui risque d'être durable. Vous voyez ? D'où le fait que pour moi, la question de l'état d'urgence, la vraie question, c'est celle de sa durée. Combien de temps ça dure ? Et en même temps, combien de temps dure toute la législation parallèle à l'état d'urgence en matière pénale et administrative? C'est ça la vraie question. Si vous lisez l'article 36.1, donc l'alinéa 3, l'alinéa 2 de l'article 36.1, la loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements. C'est dans le texte. De deux choses l'une, dans la réforme constitutionnelle. Soit c'est redondant, ça ne sert à rien de dire cela, d'ailleurs le texte est largement redondant, parce qu'évidemment la loi est là pour fixer ces mesures de police administrative, et on ne voit pas pourquoi on met ça dans la Constitution, soit, c'est mon interprétation, plus subtile et peut-être plus méfiante, et là je me renvoie aux déclarations de M. Valls devant la Commission des lois, où il a dit que avec cette constitutionnalisation, on pourrait surmonter certaines contraintes jurisprudentielles, et il évoquait deux cas, le cas de la saisie et le cas de la retenue en matière de perquisition, retenue d'une personne pendant 4 heures. Ce qui veut dire, si on a bien compris, que dans son esprit, il faudra lui demander, l'habilitation constitutionnelle qui est ici prévue permettrait d'aller plus loin dans la répression. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas innocent de constitutionnaliser, car contrairement à ce leitmotiv qui est contrairement avancé, qu'on encadre davantage l'état d'urgence dans cette constitutionnalisation, ma thèse est inverse. Ma thèse consiste à dire qu'on aggrave l'état d'urgence par cette habilitation, donc on n'est pas vraiment à droit constant, et que c'est donc dangereux. La déchéance de la nationalité, je pense qu'on peut discuter politiquement, même juridiquement, de sa nécessité, de son opportunité. Elle existait déjà en droit positif. Pour ma part, ça n'a jamais choqué. Là, la difficulté est autre. C'est pas tellement qu'on veuille l'appliquer, c'est qu'on veuille la constitutionnaliser. Je suis désolé, je suis professeur de droit constitutionnel, je trouve ça totalement inepte, ce que j'ai dit, de vouloir constitutionnaliser la déchéance. C'est une honte, je dirais presque. Pourquoi ?
Parce que une constitution n'est pas un code pénal. Je rappelle que la déchéance de la nationalité est dans le code civil, mais ça équivaut à une sanction. C'est ça que les civilistes auraient dû dire depuis longtemps. C'est une sanction politique. C'est du droit politique. C'est une sanction. Mais la Constitution n'a pas pour objet d'être soit un code civil, soit un code pénal. Ce n'est pas du tout son objet. Donc vouloir mettre ça dans la Constitution, ça veut dire que la Constitution pourrait être désormais le réceptacle de n'importe quelle mesure autoritaire. La déchéance de nationalité serait une mesure inutile parce que symbolique. Et je dirais heureusement qu'elle est symbolique. Si le sentiment d'appartenir à la nation, c'est le jeune gaulliste de ma jeunesse qui parle ici, c'est pas le professeur. Si le sentiment d'appartenir à la nation ne forge pas l'idée qu'on peut se faire d'une communauté politique et de son unité, à ce moment-là, il faut laisser une constitution en l'état sans ajouter aucune disposition symbolique. Il faut supprimer tout ce qui fait référence à des croyances, à des valeurs ou des symboles, l'hymne national, le drapeau, la langue française ou la notion de fraternité dans la devise nationale. Et il me semble au contraire que l'identification des citoyens à leur constitution, dans une période aussi troublée que nous vivons, il y a eu quand même des événements d'une gravité exceptionnelle, est l'occasion, comme ça a souvent été dans notre histoire, de rappeler un certain nombre de principes. Je dirais il y a deux versions du texte, comme vous savez. Il y en a une avec les binationaux, une autre sans les binationaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique. La version dernière qui est votée par l'Assemblée nationale, la première me paraissait très claire. La deuxième version est une version où la question de la binationalité est abandonnée, mais en même temps dissimuler la question de la patridie. Donc le gouvernement s'est engagé simplement à la ratification des conventions de l'ONU. Personnellement, je pense que la première version du texte gouvernemental était, à mon avis, beaucoup plus logique, puisqu'on ne peut pas créer d'apatride, et que la seconde est une seconde version qui est un peu déguisée, puisque la déchéance se fait un peu disparaît par miracle. Parce que la déchéance de nationalité, il faut dire quand même que, bien sûr, elle est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est contraire aux conventions internationales signées ou en voie de ratification par la France, mais est quand même contraire à la dignité de la personne humaine. Vous avez aussi, monsieur le professeur, dit que la déchéance de nationalité, c'était contraire, si je vous ai bien entendu, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, aux engagements internationaux de la France, et ça n'a pas l'air de vous troubler beaucoup. Hein, ce qui, quand même, moi, m'étonne. À partir du moment où vous dites ça, il faudrait peut-être en tirer un certain nombre de conclusions. Voilà, déchéance de nationalité, on a bien compris que c'était un message médiatique, un message de communication, qu'il y a ceux qui voulaient revenir au texte initial du gouvernement, mais que c'était uniquement de la communication. Un mot sur la déchéance de nationalité, quand même, un point important quand même, c'est qu'on a réussi à présenter ça comme une question d'égalité. Le fait d'étendre la déchéance à tout le monde, à tous les Français, serait en fait un acquis. C'est-à-dire comme si c'était un cadeau. Cette idée est ridicule. Voilà. Mon première chose. La déchéance n'est pas un cadeau. C'est pas du tout un cadeau, c'est une sanction. Donc présenter ça comme un acquis démocratique de gauche, parce qu'on l'étend à tout le monde, c'est absolument invraisemblable. Et je comprends pas qu'on puisse accepter une idée pareille. Le premier mécanisme qui avait été proposé par le gouvernement, on a vu ses effets, cela a créé le sentiment chez des millions de compatriotes, ils sont bien plus nombreux que les 3,3 millions qui ont été mentionnés dans des articles, dans des études de l'INSEE, qui ne comptaient bien sûr pas les Français de l'étranger ou les Français d'outre-mer, comme d'habitude, on les oublie, mais ça fait au moins plus de 5 millions de compatriotes qui ont une double nationalité, et inscrire une différence dans la Constitution les a blessés, tous ces millions de compatriotes qui n'ont aucune intention d'être liés jamais de leur vie au terrorisme. Alors ensuite, le gouvernement a réagi et a proposé la mouture qui est maintenant soumise à votre délibération, qui est celle adoptée par l'Assemblée nationale. Que cela crée des apatrides non protégés par la Convention de l'ONU sur les apatrides. Donc la France, patrie des droits de l'homme, inscrirait, dont la Constitution commence par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, permettrait que des apatrides animaux humains, des gens qui étaient français, deviennent des apatrides animaux humains dont aucun droit n'est assuré aujourd'hui dans notre législation. Imaginons que, par votre vote, la conséquence soit qu'un binational effectivement français et peu étranger soit déchu de sa nationalité.
un État d'origine, l'État à qui on voudrait renvoyer ce ressortissant dira d'abord, moi je vais jusque devant les tribunaux internationaux, la nationalité effective de cette personne, elle n'est pas la nationalité française. Donc je demande que la France le garde. Et puis finalement, je trouve que votre système n'est pas si mal, je vais passer ça dans ma loi. Je vais dire que un franco-américain, un franco-camerounais, un franco-algérien, etc., qui commet... enfin, il passe dans sa loi le 23-7, se comporte comme le national d'un pays étranger, je lui retire sa nationalité. Eh bien, ces personnes seront déclarées ayant perdu leur nationalité d'origine avant même que nos tribunaux aient épuisé les voies de recours qui permettraient sa déchéance. Donc on va vers, si vous voulez, si nous adoptons ce dispositif, et donner l'influence que nous avons encore dans de nombreux pays francophones, nous allons vers des législations qui vont être basées sur le même modèle et qui vont créer, le résultat sera que nous créerons sur notre territoire des bannis de l'intérieur, des gens qui resteront dans nos prisons ou dans notre société sans lien juridique avec aucun État. On ne peut pas créer d'apatride. On ne peut pas en créer. Pourquoi? Parce qu'on a décidé nous-mêmes. Parce que c'est une mesure de pur droit interne. Toutes les obligations internationales dont on nous rabâche l'existence, qui c'est vrai, hein, sauf qu'on n'en a ratifié aucune, que parfois on en a suscité quelques-unes, qu'on a lui a fait des discours, mais quand il a fallu passer à l'acte, on ne l'a pas fait. Et on a un grand tapis, on a mis sous le tapis tous les problèmes, et puis on a fait un article, en disant comme personne ne voit rien, ils seront bien nombreux à le voter, ce truc-là. Et d'ailleurs, on a compté, ça faisait plus de 3/5, puisqu'on n'avait réglé aucun problème, qu'on les avait tous placés sous le tapis, et on a dit, on se débrouillera après. Ou on se débrouillera pas, d'ailleurs, on n'en sait rien. Hein, mais on n'a pas réglé les problèmes. Puis on s'est dit, le Sénat est là, peut-être aussi. Pardon? On s'est peut-être dit aussi, le Sénat est là. Bien sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et si on devait régler l'affaire comme l'a fait l'Assemblée nationale, il est bien évident qu'il ne faudrait pas constitutionnaliser. Si on doit le faire comme l'a fait l'Assemblée nationale, moi je ne veux pas le faire. Ma question à M. Veil, elle est, est-ce qu'il y a une façon autre de constitutionnaliser qui ne créerait pas les problèmes qu'il a justement soulevés et que nous pourrions peut-être adopter ici au Sénat? Et je crois qu'il y en a une d'ailleurs, mais sinon on ne poserait pas la question. Mais quand même, mes chers collègues, réfléchissons au fait que dans certains cas, cela aboutit à ce que l'on peut qualifier d'une mort civile. Bon. Et au moment où, certes, nous avons des accointances avec l'Arabie Saoudite, ce qui n'est quand même pas, dans la lignée de ce que je viens de dire, quelque chose dont on peut se glorifier. Mais est-ce qu'il est bien opportun, par rapport à l'image de notre pays, pour atténuer un problème d'opinion publique que nous comprenons tous parfaitement parce que nos concitoyens ont été profondément choqués, meurtris par ce qui s'est passé, est-ce que la solution, est-ce que le pansement, c'est cette déchéance de nationalité? Voilà quelle est la question aussi de fond qu'il faut se poser. Moi, je ne pense pas que ce soit un bon pansement. Je pense que ça aura d'ailleurs des impacts, vous l'avez dit, internationaux particulièrement gênants, et en particulier en Afrique du Nord, entre autres, mais beaucoup là-dessus. Moi, je le dis très clairement. D'abord, je suis en totale harmonie avec ce que vous nous avez expliqué, et que je ne voterai aucun texte, qu'il soit celui initial du gouvernement ou celui que le ministre Mercier vient de qualifier très justement par rapport au fait que ça met tous les problèmes sous le tapis, mais c'est pas la peine, peut-être que nous rajoutions un tapis supplémentaire. Lorsque le sujet a été évoqué en 1958 par la Cour suprême américaine, elle a invalidé la déchéance de nationalité, un arrêt Tropp, au motif que créer un apatride est une punition cruelle et inusuelle, contraire à l'article, voilà, le 8e amendement de la Constitution américaine. Alors, la peine de mort est une peine cruelle, mais elle n'est pas inusuelle, aux yeux de la Cour américaine. Et il est vrai que nous serions probablement, aujourd'hui, si nous votions le dispositif tel qu'il l'est, le seul État civilisé
à créer des apatrides sans protection. Le poseur de bombes de Boston, qui s'est fait naturaliser un an avant le 11 septembre, on dirait l'impression qu'il l'avait fait exprès. Il a bien sûr été mis devant un tribunal. Le gouvernement fédéral américain a requis et obtenu la peine de mort contre lui, mais n'a pas requis la déchéance de nationalité. Car il y a dans l'idée de conserver la dignité du sujet de droit, c'est la limite, c'est comme ça que se tient une nation civilisée, c'est comme ça en tout cas que les Américains l'entendent. Bon. Je pense que quand même, d'abord, l'article 2 est une précaution que propose le gouvernement par rapport aux observations du Conseil d'État, et que d'autre part, cet article 2, s'il venait à être adopté, limiterait les conditions de la déchéance. Et les élargir en même temps. C'est très particulier. Et donc ça nous pose... Et à des Français, seulement Français. Oui, oui, non. Et ça nous pose à tous le problème de la difficulté de tout cela. Et je pense qu'un débat parlementaire doit transcender, et on l'a bien vu, les stricts clivages politiques. Parce que c'est un vrai problème. Moi, personnellement, je pense qu'on aborde cette question, et vous l'avez dit, Monsieur Weil, sans se poser toute la question de ce que signifie la nationalité, le droit de la nationalité. On n'est pas prêt d'être comme les États-Unis, de tuer quelqu'un, mais lui dire « tu gardes tes droits à la nationalité », ce qui est un peu paradoxal, mais ça pose de vrais problèmes de ce qu'est la nationalité. Et ce qui est dommage, c'est qu'on l'aborde dans des conditions qui sont un peu difficiles. La troisième conséquence du dispositif tel qu'il est aujourd'hui, c'est le délit, c'est la possibilité de déchoir pour un délit d'atteinte grave à la vie de la nation, dont la définition peut évidemment varier selon les majorités qui peuvent changer la loi. Et ça peut aller, je vous rappelle qu'il y avait jusqu'à récemment un délit d'offense au président de la République. Après tout, certains présidents du futur pourront considérer que c'est une atteinte grave à la vie de la nation que de porter atteinte au président de la République. Et voilà. Donc je pense que c'est ouvrir la voie telle que l'article 2 est écrit à des dispositions législatives liberticides que d'ailleurs le Conseil d'État avait relevé en supprimant dans son avis, supprimant cette possibilité qu'on puisse déchoir pour un délit. Il y a une grande différence entre les deux branches de la révision constitutionnelle dont nous sommes saisis, c'est que s'agissant de l'état d'urgence, on peut espérer obtenir un texte qui restreigne en réalité ce que pourrait faire un législateur du futur pour étendre les restrictions aux libertés dans le cadre de l'état d'urgence. Tandis que quand il s'agit de la déchéance de nationalité, on inscrit dans la Constitution, à titre préventif d'ailleurs, la possibilité d'apporter des restrictions que la Constitution semblerait interdire à des droits qui ne sont pas des droits secondaires, puisque comme nous l'a démontré M. Weil, il s'agit bien de droits qui se rattachent à l'identité profonde de la personne et à son statut dans la société. Donc quand on touche à la question de l'apatridie, quand aussi on prévoit la possibilité que la déchéance soit prononcée non seulement pour des crimes très graves, mais aussi pour des délits qui, par hypothèse, le sont moins, on rentre bien dans un processus intellectuel plus juridique qui diminue le niveau des garanties individuelles dans notre société. Je crois que c'est incontestable, il faut le dire, et par conséquent, cette disposition appelle de notre part un soin tout à fait particulier. Le texte dont nous sommes saisis n'est d'ailleurs pas celui qu'avait rédigé le gouvernement, et je ne suis pas sûr que nos collègues de l'Assemblée nationale aient bien mesuré l'extension considérable qu'ils ont apportée par leur vote au texte qui leur avait été soumis, puisque la faculté ouverte aux législateurs de légiférer en matière de déchéance est véritablement, considérablement amplifiée
par le texte modifié par l'Assemblée nationale. Je crois que c'est incontestable. Et donc c'est un texte qui, du point de vue des droits fondamentaux, est beaucoup plus restrictif que les intentions qui avaient été exprimées par le président de la République et qui s'étaient trouvées traduites, même si le président n'avait pas parlé de révision constitutionnelle le 16 novembre, vous l'avez rappelé, mais qui se sont trouvées traduites dans le texte adopté par le Conseil des ministres après l'avis du Conseil d'État. Il me semble qu'en ayant notamment lu les débats, qu'il n'y a qu'une seule justification à cette réforme de protection constitutionnelle, de protection de la nation. Cette seule justification, c'est de rassurer les Français en disant, voilà, on a eu une attaque terroriste absolument terrible, dramatique, il faut rassurer les Français. Et qu'est-ce qu'on trouve comme solution? Réformer la Constitution. C'est la seule réponse qu'on donne, et on fait croire aux Français, aux citoyens, que c'est comme ça qu'on va résoudre les problèmes. Eh bien, je suis désolé, la Constitution, c'est M. Houillon qui l'a dit, il l'a très bien dit dans les débats, il a dit, la Constitution n'est pas un outil de communication politique. Ce n'est pas un outil de marketing politique, comme l'a dit un autre député, M. Valax. Et c'est simplement ici ce que je voudrais vous dire.